Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sont parmi nous. Au fait, je me présente, Samira Santucci. Je suis journaliste et chargée de la promotion des femmes et des jeunes à l'Union internationale des journalistes africains. Bienvenue pour cette conférence. De presse. Non, pas cette conférence de presse. Bienvenue pour cette conférence des réflexions et des propositions constructives sur le thème faut-il, oui ou non, abolir le franc CFA. Mais sans plus tarder, je passe la parole au président de l'Union internationale des journalistes africains, Monsieur Lanciné Camara. Je suis honoré de vous compter parmi tous ceux qui veulent dans le calme, dans l'apaisement, dans la convivialité, tous ceux qui veulent la création d'une monnaie africaine qui soit l'équivalent du dollar, de l'euro, de toutes les monnaies modernes qui permettent aux pays qui sont en avance, cela nous permettra de rattraper notre retard. Je suis heureux, d'autant plus que nous avons un scientifique, un expert. Je suis heureux parce que la monnaie africaine permettra d'arrêter le flux migratoire. Et ça, c'est capital. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Dès qu'on aura l'argent pour développer notre continent, il y aura moins de jeunes Africains qui se précipiteront pour venir mourir dans les océans occidentaux. Je suis heureux parce que je développe une thèse actuelle. Il y a eu la négritude de la littérature, la négritude contre l'esclavage, contre l'apartheid. Aujourd'hui, nous avons la chance non seulement de pouvoir faire la négritude de l'économie, la négritude de la bonne gestion, la négritude du développement et de l'émergence de notre continent. Nous allons le faire dans la paix. Donc, messieurs les journalistes, je compte entièrement sur vous pour véhiculer le bon message. Il n'y a pas place à la moindre polémique. Nous nous battons idées pour les meilleures idées. Nous nous battons pour les meilleurs projets de société. Nous nous battons pour que cette Afrique avance avec ses mines de pétrole, avec les mines de diamants, les puits de pétrole, avec toutes les bonnes matières premières que nous avons. Nous devons être capables de bâtir une monnaie africaine qui n'est contre personne. Il faut bien le dire. La monnaie africaine qui sera un jour sur le plan international est une monnaie
qui est faite contre personne. C'est une monnaie qui est tout simplement faite pour développer le continent. Je vais maintenant lire la biographie de notre expert financier. Et il faut l'applaudir avant même qu'il ne prenne la parole. Non, il faut l'applaudir. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut bien expliquer. Ça, ce sont les Cheikh Anta Diop de l'économie. N'oubliez pas ça. Quand je suis arrivé jeune journaliste, les gens tentaient de taper sur Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop nous a toujours dit qu'il faut enraciner. Comme vous avez compris, on a déjà conclu le débat avec la monnaie africaine. C'est comme dans certaines séries, on a la fin et après on recommence. Non, mais c'est simplement pour vous dire notre plaisir de répondre présent à l'invitation de l'Union internationale des journalistes africains et remercier M. Camara pour l'initiative qu'il a prise. Nous sommes de cet après-midi, M. Martial Zebenia et moi, Kakomi Bopo, nous sommes parmi les 4 co-auteurs d'un ouvrage paru en fin d'année dernière. Il y a quelques exemplaires ici, intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ». Donc, il y a M. Demba Moussa Dambélé et M. Bruno Tinel qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui sont de tout cœur avec nous pour une conférence débat autour de la question du CFA. Donc c'est important pour nous d'échanger avec vous en cette fin ou en ce début d'après-midi. Martial et moi, nous sommes des frères. Hein. On se connaît depuis une bonne trentaine d'années maintenant, donc sans se parler, on sait ce que ça va nous permettre aussi d'aborder tous les aspects qui vous intéressent sur la question du CFA, des aspects historiques, sociologiques, politiques, économiques bien sûr, et bien d'autres. Donc, comme vous le savez, le débat a été relancé ces dernières semaines avec l'arrestation de Kémy Séba au Sénégal. Nous, on a été pas mal sollicités par la presse, mais c'est important pour nous d'indiquer que l'invitation de M. Camara est arrivée bien avant. Donc, c'est une sorte de convergence finalement des événements, des initiatives, et tout ça préfigure la réunion des ministres des Finances de la zone franc, réunion qui se tiendra dans quelques semaines à Paris. Du mois d'octobre, il y a toujours la réunion des ministres des Finances de la zone franc, et ensuite les ministres des Finances vont aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à Washington. Donc, je n'ai pas les dates exactes, mais ça va être fin septembre, début octobre. Et je crois qu'on retrouvera justement à la rentrée avant la réunion des ministres des Finances. Et je crois que cette année, avec l'actualité dense autour du CFA, il y aura forcément des débats, des discussions autour du... Ce que je vais faire, c'est rappeler quelques éléments constitutifs du franc CFA. Ensuite, donner la parole à mon intérêt, c'est vraiment échanger avec vous pour pouvoir, sinon avoir une convergence des solutions, au moins une compréhension commune des enjeux. Et donc, je vais dire 3 séries de choses, revenir rapidement sur l'historique, parce que ça va expliquer un certain nombre de choses. Ensuite, le fonctionnement et les perspectives. Mais je vais rester un peu, enfin beaucoup plus économique. Le volet politique, symbolique, qui sont vraiment au cœur de cette question. Martial va en aborder, et évidemment, dans les réponses aux questions, je pourrai aussi, à côté de Martial, revenir sur certains aspects.
la première chose qui me paraît intéressante du point de vue historique, c'est que c'est le 26 décembre 1945, donc au moment de la ratification par l'Assemblée française, l'Assemblée nationale française des accords de Bretton Woods, que le franc CFA a été créé essentiellement pour matérialiser la différence de taux d'inflation, l'inflation durant la Deuxième Guerre mondiale, ou la Seconde Guerre mondiale ayant été beaucoup plus élevée en métropole que dans les colonies. Et du coup, le principe a été retenu qu'un franc CFA vaudrait 1,7 francs français métropolitain, comme on disait. Ensuite, il y a eu la dévaluation de 1948 qui a fait que dévaluation du franc métropolitain qui a fait qu'un franc français, un franc CFA valait 2 francs français. Donc c'est pour vous dire que le franc CFA, à son origine, était en guillemets plus fort que le franc français parce que étant dans une zone où l'inflation était beaucoup plus basse, il ne fallait pas pénaliser les colons qui faisaient des affaires, qui vivaient dans cet espace Afrique de l'Ouest, AOF, et Afrique centrale, AEF. Et donc, c'est seulement quand le général de Gaulle va adopter, à partir de 1958, avec prise d'effet en 1960, le nouveau franc, qu'on aura un franc français qui vaudra 50 francs CFA, et jusqu'à la dévaluation du franc CFA de 1994, où un franc français vaudra 100 francs CFA, et après, avec l'arrivée de l'euro en 1999, de manière mécanique, un euro vaudra 655,957 francs CFA. Donc ça, c'est un peu pour l'évolution de cette parité à partir de 1945. D'un point de vue institutionnel, il y a 2 éléments qui me paraissent importants à mettre en évidence. C'est que la zone franc, elle est née un peu avant, 6 ans avant, donc en 1939, dans un contexte de crise des années 30 avec le retour du protectionnisme, qui va finalement justifier ex post l'idée des zones d'arrangement monétaire. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, dès 1913, vous avez la première zone d'arrangement monétaire britannique, qui deviendra la zone sterling d'Afrique de l'Ouest. Donc 26 ans avant la création de la zone franc. Et pour l'Afrique de l'Est, c'est en 1919 qu'on a créé la zone d'arrangement monétaire d'Afrique de l'Est, avec des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et tout. Donc, il y aura la zone sterling pour l'Afrique de l'Est. Okay. Et donc, c'est pour dire que la zone franc arrive après les zones d'arrangement monétaire britanniques, même si elle va perdurer. Parce que chez les Britanniques, on aura très vite ce qu'on va appeler la doctrine de la responsabilité, qui va l'évolution de cette parité à partir de 1945. D'un point de vue institutionnel, il y a 2 éléments qui me paraissent importants à mettre en évidence. C'est que la zone franc, elle est née un peu avant, 6 ans avant, donc en 1939, dans un contexte de crise des années 30 avec le retour du protectionnisme, qui va finalement justifier ex post l'idée des zones d'arrangement monétaire. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, dès 1913, vous avez la première zone d'arrangement monétaire britannique, qui deviendra la zone sterling d'Afrique de l'Ouest. Donc 26 ans avant la création de la zone franc. Et pour l'Afrique de l'Est, c'est en 1919
qu'on a créé la zone d'arrangement monétaire d'Afrique de l'Est, avec des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et tout. Donc, il y aura la zone sterling pour l'Afrique de l'Est. Okay. Et donc, c'est pour dire que la zone franc arrive après les zones d'arrangement monétaire britannique, même si elle va perdurer. Parce que chez les Britanniques, on aura très vite ce qu'on va appeler la doctrine de la responsabilité, qui va dépendance. Les États vont assumer la gestion de leur monnaie, et quand il y aura des accords avec l'ancienne métropole, ça va être des accords entre banques centrales. Le Trésor britannique n'intervient jamais dans ces accords. Alors que dans le... Et puis, le côté africain, d'abord la Banque de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Et ensuite, la Caisse centrale de la France libre et la Caisse centrale de la France d'outre-mer. Et ça, c'est le deuxième aspect, c'est que au-delà de la... est une émanation d'un système beaucoup plus ancien, puisque l'ancêtre de la Banque de l'Afrique de l'Ouest qui a émis le franc CFA, ça a été d'abord la Banque du Sénégal, qui est née en 1853, donc 5 ans après le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, puisque la Banque du Sénégal naît parce qu'il a fallu dédommager, payer des réparations aux esclavagistes. C'est-à-dire qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, il fallait donner de l'argent aux esclavagistes en contrepartie de l'acceptation de l'abandon de l'esclavage. Donc, ce sont les parts données aux esclavagistes qui ont constitué la Banque du Sénégal. Et c'est cette Banque du Sénégal qui devient en 1901 la Banque de l'Afrique de l'Ouest, la BAO. Et c'est cette BAO qui émettait le franc dans les colonies, même si c'était le franc métropolitain. Et c'est cette Banque de l'Afrique de l'Ouest qui va continuer à émettre le franc en Afrique de l'Ouest durant la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était sous Vichy. Alors qu'en Afrique centrale, qui s'est libérée dès 1940 grâce à Félix Éboué, c'est le général de Gaulle qui va prendre d'emblée la gestion monétaire en Afrique centrale via la Caisse centrale de la France d'outre-mer, l'ancêtre de l'AFD, okay, l'Agence française de développement. Donc il va avoir ce double rôle de banque de développement et d'institut d'émission. Okay. Et donc c'est à partir du début 1943, quand l'Afrique de l'Ouest aura été également libérée, guillemets, passée sous le contrôle de la France libre, que on va décider que la Banque de France, dès 1945, va émettre le franc CFA. Donc de 1945 à 1955, la Banque de France émet le CFA dans les deux zones, Afrique de l'Ouest et Afrique équatoriale. Et à partir de 1955, on crée l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo, l'Institut d'émission de l'AEF et du Cameroun, et qui sont les ancêtres de la BCAO et de la BEAC, qui vont naître en 1959. Okay. Donc c'est pour dire que la trajectoire monétaire est beaucoup plus longue que la création de la zone, qui n'est que de 1939. Okay. Ça explique aussi pourquoi, sur le plan de notre analyse du fait monétaire actuel, l'origine, l'abolition de l'esclavage, okay, c'est-à-dire que quand nous parlons du CFA comme monnaie de la servitude, d'un point de vue symbolique, c'est parce que nous ramenons à l'origine du CFA, comme provenant de dédommagement concédé aux esclavagistes en contrepartie de l'abandon de l'esclavage. Donc ce n'est pas neutre de connaître l'origine du CFA.
Et donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a les 3 tomes de l'histoire de l'UMOA, édition Georges Israël, qui existent. Moi, j'ai les 3 tomes, mais malheureusement, c'est à Lomé, donc je ne peux pas vous prêter ça. Mais donc, pour ceux qui sont vraiment férus de l'histoire de cette zone monétaire, tout est quand même très bien documenté. Maintenant, comment ça fonctionne? Il y a 4 éléments constitutifs de la zone franc. C'est 1, bon, la parité fixe entre le franc CFA et le franc français, puis l'euro. 2, c'est la garantie de la convertibilité entre le CFA et l'euro. Donc, quand vous avez du CFA, vous pouvez convertir en euros. 3, c'est la liberté de circulation de capitaux entre la zone franc et la zone euro. Et 4, c'est la centralisation des réserves de change. Moi qui suis du Togo, par exemple, nous mettons nos réserves de change en même temps que les Ivoiriens, en même temps que les Maliens. Okay? Et donc, l'importateur togolais de riz, au moment où il importe son riz, il ne sait pas si c'est grâce aux réserves de change du Togo qu'il importe son riz. Ça peut très bien être des réserves de change qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, le principe de centralisation de réserves de change, c'est le principe constitutif de la solidarité dans le cadre de l'union monétaire. Okay. Donc, ces 4 éléments permettent d'expliquer au quotidien le fonctionnement de la zone. Okay. Maintenant, quel est notre constat après 73 ans d'utilisation de cette monnaie? Les 4 faits stylisés qui conduisent d'un point de vue strictement économique à se poser la question de l'optimalité de cette monnaie sont, le premier point, c'est la faible capacité ou le faible volume d'échanges intracommunautaires. Okay? Intra-zone franc, nous n'échangeons pas plus de 15% en termes de commerce intracommunautaire. Tout le reste, c'est avec des États, des économies hors zone franc. Okay? Et d'ailleurs, même pour les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Aucun de ces pays même ne parle français. Okay? Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dès les années 60, ces 3 pays étaient déjà les premiers partenaires commerciaux de la France. Et les 14 États membres de la zone franc en Afrique ne recueillent que 20% des investissements directs étrangers français en Afrique. Okay. 80% des investissements directs étrangers français en Afrique vont dans ce que j'appelle l'autre Afrique. Okay. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant du point de vue des flux, mais c'est aussi parce que nous sommes restés dans une insertion primaire au sein du commerce international. Nos produits sont plus substituts que complémentaires. Et donc, ça réduit l'intérêt d'échanger parce que le Togo ne va pas vendre son coton fibre au Bénin, qui lui-même en produit, qui ne va pas vendre son coton fibre au Mali, qui est le 2e producteur africain. Et a fortiori au Burkina, qui est le 1er producteur africain de coton fibre. Donc, le fait qu'on soit resté dans une spécialisation primaire explique la faiblesse des échanges intracommunautaires. Deuxième constat, c'est la question de la compétitivité. Le CFA apparaît comme une monnaie forte vu qu'il est arrimé à l'euro et tous les travaux sur la surévaluation des taux de change montrent que le franc CFA est structurellement surévalué. Or, comme dit Dany Rodrik, avoir une monnaie forte, c'est une taxe sur vos exportations et une subvention sur vos importations. Ce qui fait que vous avez des problèmes de balance commerciale, structurellement déficitaire. Okay. Et donc ça, c'est quelque chose qui explique aussi tous les débats autour de la compétitivité
à l'export de la zone franc. Si vous prenez une culture comme le coton, nous on sait bien que l'essentiel des pertes de compétitivité avec les autres régions du monde, puisqu'on a fait une étude, quand je travaillais au CIRAD, on a comparé le Brésil, le Mali et les États-Unis, les 3 filières cotonnières, la filière coton du Brésil étant la plus compétitive, le déterminant majeur, c'était le taux de change. La manipulation du réal permettait au Brésil d'être beaucoup plus compétitive que les filières cotonnières américaines et maliennes. Okay? Ça ne se jouait pas au niveau de la productivité physique, les facteurs, mais c'était l'effet taux de change. Donc, troisième élément intéressant, c'est la question du financement. La zone franc est sous-financée. Quand vous prenez les 23%, en Afrique du Sud, on est à 150%. Aux États-Unis, on est à 300%. Dans la zone euro, on dépasse 100%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une répression financière qui est organisée. Il y a une partie de la répression financière qui est classique, qui est liée aux questions d'asymétrie d'information. Et il y a une partie qui est organisée. Parce que, ayant travaillé à la BCAO, je peux vous dire qu'on faisait ce qu'on appelle les programmes monétaires chaque année au mois de novembre, où on projette d'abord nos objectifs d'avoir extérieur net. Donc les réserves de change dont on aura besoin pour l'année à venir pour garantir la parité fixe entre le CFA et l'euro. Okay. Donc une fois qu'on a l'objectif d'avoir extérieur net, on dit ok, maintenant dans chacun des 8 États de l'UEMOA, quel peut être le volume de crédit compatible avec cet objectif d'avoir extérieur net? Parce que comme notre système productif n'est pas très performant, lorsqu'on ouvre les vannes de crédit, ça alimente les importations. Or, vous payez les importations avec les réserves de change. Et donc, quand vos réserves de change s'épuisent, à un moment donné, vous êtes obligé d'évaluer. Donc, si vous ne voulez pas d'évaluer, il faut faire en sorte que le crédit soit rationné dans votre zone. Donc, le programme monétaire nous permet de dire pour chaque État le volume de crédit compatible avec la fixité de la parité entre le CFA et l'euro. Et nous, on avait l'habitude tous les vendredis de téléphoner au chef service crédit des banques, de la banque centrale, puisque nous, on était au siège. Mais dans chaque État, vous avez la direction nationale de la BCAO, comme de la BEAC, et on demandait aux directeurs nationaux de nous donner l'état des engagements pris par les banques commerciales dans le pays. Et souvent, on disait, ouh là là, il y a du dérapage en l'air. Quand on donnait trop de crédit, pour nous, la hantise, c'est que ça alimente les importations et que ça alimente les sorties de devises. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de crédit suffisant dans la zone franc, ce n'est pas dû au hasard, c'est parce que le choix politique qui a été fait, c'est la parité fixe. Donc tout le reste pour nous, c'est des objectifs de second niveau. Okay. Et enfin, quatrième et dernier élément, c'est que la croissance économique n'est pas une préoccupation pour nos banques centrales. Okay. C'est à l'instar de la Banque centrale européenne, c'est la lutte contre l'inflation qui est l'objectif. Okay. Et ça corrobore ce que je viens de dire dans le troisième élément, puisque le crédit peut alimenter aussi l'inflation via la demande. Donc, ces deux derniers éléments convergent en fait. Et au troisième et dernier point, avant de donner la parole à Martial, c'est pour ça que, à l'aune de ces 4 éléments, je pense que notre zone franc, c'est-à-dire que si on a une lecture économique stricto sensu, par rapport au taux de chômage, par rapport à la démographie, notre politique monétaire n'est vraiment pas optimale. Okay. Et puis, il faut imaginer que quand on dit que vous êtes, ça veut dire okay, conceptuellement, puisque vous imaginez que vous êtes dans la même phase du cycle,
et que les fluctuations conjoncturelles, celles des pays de la zone franc. Et c'est pour ça qu'en termes de perspective, nous, dans l'ouvrage, nous suggérons d'explorer les différentes alternatives. Tout à l'heure, on reviendra sur le choix qui nous paraît, ou les choix qui nous paraissent optimaux. Ce que je peux dire, c'est qu'en dehors du statu quo, il y a au moins 5 options possibles. La première, c'est la balkanisation monétaire. Okay? Chaque pays reprend sa monnaie ou crée sa monnaie. Après tout, le Rwanda gère sa monnaie. Les Rwandais ne sont pas plus malheureux que les Togolais, que je sache. Donc, c'est une option que chaque État ait sa monnaie. Le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, était dans cette optique avec la création de la monnaie togolaise avant son assassinat le 13 janvier 1963. Okay. Deuxième option, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, telles qu'elles sont, mais avec un peu plus de flexibilité monétaire. Okay. L'idée d'avoir un panier de devises auquel leur monnaie serait rattachée, et non plus une seule devise qui est l'euro. Je précise que les options ne sont pas mutuellement exclusives, forcément. Certaines options peuvent s'alimenter. Troisième option, c'est une zone franc totalement intégrée, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a l'UMOA à l'ouest, la CEMAC en Afrique centrale. Les 2 francs CFA ne sont pas convertibles. Quand je quitte Lomé pour aller à Douala, si je ne veux pas être dans l'informel, je dois changer mes CFA en euros et arriver à Douala, changer mes euros en CFA. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de convertibilité entre les 2 CFA. Parce qu'on dit CFA, mais il y en a 2 en fait. Et qui ne disent pas la même chose. En Afrique de l'Ouest, ça dit communauté financière. En Afrique centrale, ça dit coopération financière. Donc, si on veut garder la zone franc, à tout le moins, on pourrait dire, allons dans une zone franc vraiment intégrée. Okay. Et c'est une option qui peut être intéressante. Quatrième option, c'est les communautés économiques régionales telles que reconnues par l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine reconnaît 5 communautés économiques régionales en Afrique. Donc le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. On peut envisager qu'il y ait des monnaies pour chacune des 5 communautés économiques régionales. Et pour l'Afrique de l'Ouest, ce serait la monnaie de la CEDEAO. Okay. Il y a l'agenda qui est sur la table avec des discussions, on pourrait revenir tout à l'heure là-dessus. Et pour l'Afrique centrale, ce serait plutôt la CEAC. Okay. Et enfin, 5e option, c'est la monnaie africaine. Okay. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les 5 options n'étaient pas forcément mutuellement exclusives. Certaines peuvent engendrer d'autres ensuite. Voilà, c'est ça. Donc, voilà en termes de perspective. Je vais tout de suite donner la parole à Martial. J'ai déjà beaucoup parlé. Et surtout, on va attendre aussi vos réactions. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tout le monde. J'avoue que l'exposé était tellement complet. Il y avait des virgules, des points-virgules, etc. Il va falloir que j'invente des ponctuations pour dire 2 mots. Alors, ce qu'il y aurait peut-être à dire, sûrement pas à rajouter, c'est de partir d'un fait qui nous semble évident à tous, c'est que ce qu'on appelle la zone franc, et que j'ai tendance à appeler la non-zone franc, et Kako a dit pourquoi d'ailleurs, est un espace au moins autant économique qu'un espace sociologique, un espace culturel. Et peut-être que ce qu'on voit aujourd'hui le plus s'exprimer, c'est davantage la dimension de société
franc CFA que la dimension d'économie franc CFA. C'est-à-dire que il y a d'abord une unicité historique de cet espace qu'on appelle espace franc CFA. D'abord, je suis désolé parce qu'il va falloir qu'on aille vite, un caractère assez schizophrène, en fait. Je dirais élitaire schizophrène. D'abord, quand nous disons zone franc, alors qu'on nous dit qu'il y a deux monnaies différentes qui ne communiquent pas. Quand nous disons zone franc, alors qu'il y a très peu d'échanges intra-zone. Quand nous disons zone franc, alors que le pays qui normalement est le centre ne participe pas, enfin il n'a pas la même monnaie, donc on ne peut pas utiliser sa monnaie. Avant, quand on était le franc CFA avec le franc, on ne pouvait pas utiliser le franc CFA en France. Donc en fait, on a tout un ensemble de contradictions qui ne sont compréhensibles et admissibles que parce qu'on a un type précis de société coloniale. Et que ce type de société fonctionne avec des incohérences qui, normalement, ne devraient pas fonctionner. Et la preuve, c'est que quand on discute avec des Africains qui ne sont pas de la zone franc, c'est-à-dire, en fait, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas très longtemps, on était à la conférence mondiale des humanités à Liège. Il y a une personnalité du Burundi qui ne comprenait pas. Elle me dit, mais j'entends un livre sur votre livre sur le franc. Qu'est-ce que c'est que ça existe encore? Et je peux vous dire que c'est tellement original, tellement exotique comme situation. On est tellement habitué à ça qu'en réalité, on a des modes de fonctionnement par rapport à cette situation. C'est la seule expérience au monde où, et ça c'est Chunjang qui le disait déjà en 80, un pays réussit à faire circuler dans 15 autres pays sa monnaie et rien que sa monnaie. Ça, c'était en 1980. Mais là où on est allé encore plus loin, c'est que le pays réussit à faire circuler sa monnaie, rien que sa monnaie, alors que lui-même ne l'utilise plus. Et la force, justement, de l'espace CFA comme espace de commandement et comme, justement, cette dimension de schizophrénie, c'est que ça ne gêne pas les membres de cette zone, ou alors les acteurs, qui en a même qui disent que bon, il faut encore discuter, il faut attendre. Vous avez même des anticolonialistes qui vous disent, ils se réclament anticolonialistes, ils disent il faut discuter, il faut voir, on ne sait pas encore. Et je dois le dire, les journalistes ne contribuent pas peu à cette dimension de colonialité qui est la caractéristique essentielle de cette zone. Pourquoi? Nous avons un phénomène médiatique aujourd'hui, on nous dit oui, il y a quelqu'un qui a fait connaître la zone, Kémy Séba, etc. Si vous prenez les deux zones, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, depuis au moins 5 ans, il n'y a pas une semaine sans que soit une radio, soit une télé, soit un organe de presse ne fasse un sujet sur le franc CFA. Il n'y a pas, je dis bien une semaine, et on dirait qu'il n'y a pas de journaliste. Parce que ce serait extrêmement simple de faire la chronique depuis ces 5 années de l'importance que cette question a pour les Africains. Simplement, et c'est ça le fond de la colonialité, c'est une vraie tragédie. Cette question n'intéresse les Africains que parce qu'elle va intéresser des médias français. Et elle va intéresser fondamentalement les journalistes africains internationaux, entre guillemets, que parce que la grande presse française, en particulier, va s'y intéresser. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une prise sur nous, on n'a même pas de regard sur nous. Et avant toute autre chose, je pense que la zone franc est un révélateur de ce degré de colonialité qui va beaucoup plus loin qu'une question monétaire. Et Kako a signalé à juste titre qu'effectivement, on est dans cette histoire, pas depuis, là encore, pas depuis 1945. Vous voyez que c'est toujours les questions de colonialité, c'est-à-dire que parce qu'on nous dit que ça commence en 1945, eh bien, la plupart des chercheurs africains commencent en 1945. Alors que le franc métropolitain simplement était déjà utilisé quasiment un siècle avant. Ce qui voudrait dire qu'on réduit d'abord l'espace de cette domination historique, et je ne parle même pas de la très ancienne histoire monétaire africaine endogène, c'est-à-dire que les monnaies locales africaines, qui sont elles-mêmes des alternatives que les Africains doivent mobiliser pour la future ou les futures monnaies africaines. Parce qu'elles avaient une dimension extrêmement sociale, elles avaient aussi des dimensions très segmentées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire tout avec la même monnaie,
Et ça a son importance aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on conteste même le modèle monétaire dominant. C'est-à-dire l'idée que la création monétaire ne serait qu'une affaire de banque privée fait partie du débat aujourd'hui. Et en revenant sur l'histoire monétaire africaine, on a des exemples de monnaies qui n'étaient pas des monnaies généralisées. On peut sectorialiser une monnaie. Par exemple, si on veut limiter les questions de corruption, etc., on peut donner des attributs précis à une monnaie pour qu'elle ne déborde pas de son espace. Ça, c'est juste pour dire qu'il y a une histoire africaine monétaire avant le franc CFA, et que justement, c'est assez étonnant de voir que les dirigeants d'aujourd'hui et les élites d'aujourd'hui qui maîtrisent les outils de la politique monétaire se refusent les instruments qu'utilisaient leurs arrière-grands-pères. Si vous allez par exemple au Congo, où ils pratiquaient aussi une politique monétaire, ou alors si on veut revenir à l'Antiquité, où il y avait des monnaies et des politiques monétaires. Donc en fait, sous les dehors de grandes sciences et de grandes technicités, en fait, c'est une régression. Elle est donc économique, Kako l'a dit à sa façon. Elle est très institutionnelle, évidemment, parce que, et ça je voudrais quand même insister là-dessus, je ne parlerai pas de monnaie coloniale, je parlerai c'est encore vraiment un paradoxe, de monnaie hyper-coloniale. C'est-à-dire que normalement, c'est une monnaie qui aurait dû s'arrêter en 60. Bon, elle ne s'arrête pas en 60. Et on voit que les mécanismes de décision, à travers donc l'architecture même du franc CFA, font que la France, ou le Trésor public, la Banque de France, la France maîtrise l'espace CFA, elle maîtrise la décision stratégique. C'est-à-dire que les décisions importantes de qui rentre dans la zone, combien de devises, etc., sont maîtrisées par la France, même si les pays africains ont quand même joué, ils ont voulu essayer d'obtenir un certain nombre de choses, l'africanisation des cadres, etc., etc. L'autre aspect qui est important, c'est quand même qu'au-dessus de la décision stratégique nouveau que nous apportons au débat, c'est qu'il y a désormais la décision européenne. Et on ne fait pas attention à ce texte du 23 novembre 1998, où le Conseil européen dit clairement que pour toute modification importante de la zone, le périmètre, qui rentre dans la zone, etc., aucune de ces modifications ne peut se faire sans l'accord de l'Union européenne. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que pour qu'il y ait une modification, il faut qu'elle soit portée par la France. Et la fin de la décision, je vous conseille vraiment de lire ce texte. La fin du texte dit explicitement « Cette décision s'adresse à la France ». Donc en réalité, dans cet accord, les pays africains n'existent pas, au sens premier du terme. Et pour aller vraiment, il faut quand même qu'on se dise la vérité. L'élite africaine n'est absolument pas gênée par ça. Absolument pas gênée. Et le jour où je ne sais pas qui soulèvera cette question, ou peut-être il faudra que ce soit un non-africain qui la soulève, peut-être que là, les Africains seront gênés. C'est encore ça, la colonialité. Pourtant, c'est un texte que vous trouvez sur Internet en accès libre. Donc cette question de colonialité et d'hypercolonialité en 2000, dans les années 2000, qui est au quotidien, elle est problématique. Et on veut la faire passer pour une affaire symbolique. C'est loin d'être une affaire symbolique. Parce que pour les pays qui sont en décolonisation, en processus de décolonisation, la souveraineté fait partie de leur bien-être. La souveraineté n'est pas quelque chose d'accessoire. Ce n'est pas juste une symbolique, on veut dire qu'on a une monnaie, ça n'a absolument rien à voir. Kako et moi, nous avons vécu en Alsace. Nous avons été étudiants en Alsace. Et j'ai rencontré, ça m'avait vraiment frappé, des gens qui étaient vraiment des diplômés de haut niveau et qui m'ont dit « Pour rien au monde, je ne roulerai dans une voiture allemande. Pour rien au monde, je ne roulerai dans une voiture allemande. » Parce que leurs parents avaient subi, effectivement, l'annexion allemande. Alors, ils me disaient, ils ont des belles voitures, je ne dis pas non, ils ont des voitures de bonne qualité, je ne dis pas non, mais je ne roulerai jamais dans une voiture allemande. Ça veut dire que cette dimension qu'on nous amène à considérer comme symbolique, donc inutile, elle n'est absolument pas symbolique. Ce n'est pas le bien-être d'un peuple, ce n'est pas simplement une quantité, un PIB en termes de 1 euro par jour ou 2 euros par jour. Ça c'est les errements aussi de l'économie. De réduire les gens au quantitatif, ce qu'on appelle la quantophénie. Et
Donc la colonialité est problématique à la fois, donc, historiquement en termes de souveraineté, mais également en termes d'efficacité. Et ça, Kako l'a dit, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait prendre. Bon, on prend souvent l'exemple de la monnaie qui est fabriquée en France, etc. Mais si on regarde les conditions de fabrication, c'est encore plus scandaleux. Parce que les commandes passées par les banques centrales africaines, et ça je pense aux années 2004-2005, où on a passé tellement de commandes de billets et d'argent aux usines françaises, là, aux ateliers, que les ateliers n'étaient pas capables de répondre à la commande. Ils ont même voulu, et c'est tout à fait officiel, vous pouvez retrouver, ils ont même voulu refuser la commande. Tellement on a demandé d'argent parce que c'était la période du pétrole, où il y avait beaucoup de pétrole, il y avait beaucoup d'argent. On ne va quand même pas nous dire qu'il n'y a pas de possibilité dans des cas comme ça de trouver dans la chaîne de production des moyens d'intégrer ou des entreprises africaines ou de former des savoir-faire, etc. Vous voyez ? Donc vous voyez comment ce qui paraît être symbolique, ce qui paraît être rien du tout, a aussi des relations directes avec l'efficacité même. Et ces dimensions, il faudra qu'elles arrivent un moment dans le débat. Un point important aussi, donc l'hypercolonialité, un point important, c'est ce que j'appellerais une forme de colonialité globale et diffuse. Aujourd'hui, les résultats du commerce international nous montrent une chose. Quand vous avez différents pays qui partagent par exemple la même langue, vous avez plus de probabilité d'avoir des échanges entre ces pays-là. Et en général, la quantité d'échanges que vous allez avoir va souvent être plus importante que la quantité optimale. C'est-à-dire que si on avait regardé que les variables économiques, vous auriez échangé moins. Vous comprenez? Ce qui veut dire que non seulement on a des accords, ou des désaccords d'ailleurs, dans notre cas, ce serait plus ça, monétaires, mais vous avez une dimension de colonialité qui vient avec les questions de langue, qui vient avec les questions de formation et d'éducation, puisque nous avons une élite qui principalement est formée en France, ce qui fait que globalement, vous allez avoir un espace qui va fonctionner comme satellite en fait, d'un autre. Quand bien même vous n'auriez pas de relations contraignantes. Si vous rentrez dans les autres types d'accords, les accords militaires, etc., on sait aujourd'hui qu'il y a des contreparties en termes de gestion des matières premières. Donc la maîtrise même des matières premières, des exportations, échappe aux Africains de ce point de vue. Je pense que le Gabon, malheureusement, pour son uranium, et pour la rivière d'Oklo, qui était très connue pour abriter beaucoup d'uranium, pourra aujourd'hui en parler. D'accord ? Puisqu'il n'y a plus quasiment d'uranium au Gabon, alors que c'était une réserve connue dans le monde, et qui avait même des propriétés physiques identifiées. C'est-à-dire qu'on a des réactions nucléaires naturelles. Un des rares endroits au monde où il y avait ce type de phénomène. Aujourd'hui, il n'y en a plus. D'accord ? Donc, en fait, là, on est dans quelque chose qui est une colonialité plus globale, qui ne va pas que au niveau de la monnaie, mais surtout qui touche les modes de pensée des acteurs. Quand on prend les règles de fonctionnement de la zone franc, ce qu'on appelle la zone franc, et qu'on voit que ce qu'on appelle les règles de convergence, etc., ça tourne autour de ce qui s'est fait avec l'Union européenne. Et ce qui s'est fait avec l'Union européenne tourne autour des théories monétaristes. Simplement, si on voulait être strictement monétariste, on n'aurait pas de change fixe. Vous voyez ? Donc on s'accorde toujours des incohérences comme ça, parce qu'on est dans ce type de relation. Donc si on voulait être monétariste, on n'aurait pas de change fixe. Mais on a des changes fixes, et puis on a la lutte contre l'inflation, et en même temps, c'est très important, on dit qu'on veut faire des politiques volontaristes pour être émergent. Alors, c'est vrai que la liste des pays émergents fluctue selon l'organisme. Mais tous les pays qu'on considère comme émergents sont des pays qui ont eu des politiques volontaristes. Et c'était des politiques monétaires autonomes, qui ne dépendaient pas de ce que ferait tel autre pays. Donc vous ne pouvez pas à la fois vouloir dire on veut être émergent en suivant tel modèle, avec vos ressources monétaires qui vous échappent en grande partie et qui appartiennent finalement à l'espace euro-français. C'est une contradiction flagrante. Donc vivre dans de telles conditions, c'est caractéristique de ce que j'appelle donc les sociétés CFA. Je crois que ce n'est pas la peine de continuer. Vous aurez sûrement des éléments à nous apporter. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter? Mon Kako a tout dit, je pense. Je vous remercie. À vous la parole. Merci. Alors,
que Foka et Bob Denard étaient là, il était très difficile de créer ce qu'on appelle la monnaie de développement des pays.